Le soleil d'un dimanche après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, baignant l'élégante maison de Versailles d'une lumière dorée et apaisante. Autour de la table en chêne massif, la scène ressemblait à une parfaite carte postale de bonheur familial. Julien, architecte au succès tranquille, souriait en regardant sa femme, Élodie, servir avec une infinie douceur une part de tarte à sa mère, Monique. Les rires fusaient, légers et spontanés, se mêlant au tintement délicat des couverts sur la porcelaine fine. L'air embaumait le rôti du dimanche et les fleurs fraîches du jardin, soigneusement disposées sur le buffet. Pour quiconque aurait observé ce tableau, cette famille incarnait une harmonie sans faille, un refuge de chaleur et d'affection où chaque geste, chaque regard, semblait être une preuve d'amour et de dévouement inconditionnel, une forteresse de tendresse contre les tumultes du monde extérieur. Assise dans son fauteuil roulant, le bras et la jambe droit emprisonnés dans un plâtre immaculé, Monique observait la scène avec une gratitude sincère, mais teintée d'une profonde mélancolie. Autrefois professeure, femme vive, sagace et farouchement indépendante, elle se sentait désormais réduite à une fragilité qui la terrifiait plus que la douleur physique. Chaque mouvement était une épreuve, chaque besoin une humiliation silencieuse. Elle voyait la dévotion sans bornes dans les yeux de sa belle-fille, Élodie, et le soulagement immense sur le visage de son fils, Julien, si reconnaissant que sa femme prenne soin d'elle après sa terrible chute. Monique s'efforçait de sourire, de masquer la douleur lancinante de ses fractures et la blessure plus profonde encore de sa dépendance. Elle se répétait que c'était temporaire, que cet amour qui l'entourait était son plus grand réconfort, ignorant que les murs de cette maison deviendraient bientôt ceux d'une cage dorée. Julien se leva de table pour répondre à un appel professionnel, sa voix s'estompant dans le couloir adjacent. À l'instant même où il disparut de leur champ de vision, le soleil sembla perdre de son éclat. Le sourire si doux d'Élodie s'évanouit, remplacé par un masque de froideur calculatrice qui glaça le sang de Monique. Elle reposa la fourchette sur l'assiette avec un bruit sec qui résonna dans le silence soudain. Le changement fut si brutal, si total, que Monique sentit un frisson glacial parcourir son échine malgré la chaleur de la pièce. Le regard d'Élodie, autrefois si chaleureux et compatissant, était devenu dur comme de l'acier. Elle la fixait, non plus comme une mère à soigner, mais comme un objet encombrant, un fardeau à gérer. L'atmosphère affectueuse s'était évaporée, laissant place à une tension palpable, lourde et menaçante, transformant la maison accueillante en un lieu immense et hostile. Élodie se pencha alors vers sa belle-mère, son visage à quelques centimètres du sien, la proximité autrefois réconfortante devenue une pure intimidation. Sa voix, un murmure venimeux qui tranchait avec les rires cristallins d'avant, frappa Monique avec la force d'un coup. « Tu n'es qu'un poids mort. Maintenant, tu vas dépendre de moi pour tout. » Ces mots, simples et d'une cruauté inouïe, brisèrent la fragile bulle d'illusion dans laquelle Monique s'était réfugiée. La peur, pure et glaciale, s'empara d'elle. Ce n'était pas de l'agacement qu'elle lisait dans les yeux d'Élodie, mais un ressentiment profond, une méchanceté délibérée. Elle comprit alors que le véritable accident n'avait pas eu lieu dans sa salle de bain, mais ici même, à cette table. C'est effrayant de réaliser que le mal peut se cacher derrière le plus charmant des sourires, et c'est pour cela que ces histoires doivent être racontées. Si ce témoignage vous touche, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager ces vérités cachées. Les jours qui suivirent cette révélation s'étirèrent en une succession de silences angoissants, chaque heure pesant comme une éternité. La maison de Versailles, avec ses hauts plafonds et ses meubles élégants, n'était plus un havre de paix, mais une prison dorée, dont les barreaux invisibles étaient les regards d'Élodie. Monique apprenait à lire les humeurs de sa belle-fille dans le claquement d'une porte, dans la façon dont elle posait un verre d'eau juste hors de sa portée. La douleur de ses os brisés n'était rien comparée à la terreur qui s'était installée dans son cœur.
Elle passait ses journées à fixer le jardin par la fenêtre, un monde vibrant de vie auquel elle n'avait plus accès, se sentant comme une fleur coupée, privée de ses racines et condamnée à se faner lentement dans l'ombre d'une haine qu'elle ne comprenait pas. Son esprit s'évadait souvent vers le passé, vers sa petite maison de Meudon où chaque objet racontait une histoire. Elle se revoyait, agile et vive, arpentant les allées du marché, choisissant ses légumes avec soin, débattant de politique avec son voisin, le corps et l'esprit, en parfait accord. Elle se souvenait de la fierté qu'elle ressentait en corrigeant les copies de ses élèves, de la joie simple d'une longue promenade en forêt, du sentiment de liberté totale que lui procurait son indépendance. Ses souvenirs, autrefois source de réconfort, étaient devenus des tortures. Il lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, non pas à cause de sa chute, mais à cause de la cruauté silencieuse qui orchestrait désormais chaque minute de son existence, la réduisant à une ombre impuissante et dépendante de sa tortionnaire. Quand Julien était présent, le théâtre de la bienveillance reprenait ses droits. Élodie redevenait l'ange dévoué, ajustant les coussins derrière le dos de Monique avec une tendresse étudiée, lui lisant des passages de son roman préféré d'une voix douce et apaisante. Julien, aveuglé par l'amour et la gratitude, observait ces scènes avec une profonde admiration. « Tu es incroyable, mon amour », lui disait-il souvent, sa main caressant la joue de sa femme. « Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Monique recevait ces démonstrations d'affection comme des coups de poignard. Elle souriait faiblement, un masque de gratitude cachant l'abîme de désespoir qui se creusait en elle, complice malgré elle de cette supercherie qui la détruisait à petit feu. Le premier véritable acte de négligence délibérée arriva une nuit où la douleur dans sa jambe devint insoutenable. Monique appela doucement Élodie, sa voix tremblante. Sa belle-fille apparut dans l'encadrement de la porte, le visage dur et fermé. « J'ai besoin de mes antidouleurs, s'il te plaît, » murmura Monique. Élodie la fixa un long moment avant de répondre d'un ton glacial. « Tu en as déjà eu. Il faut apprendre à supporter un peu la douleur. » Elle tourna les talons et la laissa seule dans l'obscurité, en proie à des souffrances physiques et morales atroces. Le lendemain matin, quand Julien lui demanda comment s'était passée sa nuit, Monique, les yeux cernés, répondit simplement qu'elle avait bien dormi, la peur des représailles étant plus forte que la vérité qui la rongeait. Quelques jours plus tard, alors qu'ils déjeunaient tous les trois, Julien remarqua un mouvement infime mais révélateur. Élodie posa une main sur l'épaule de Monique pour l'aider à se redresser, et sa mère tressaillit violemment, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Le geste était si bref, si instinctif, que Julien fut le seul à le percevoir. Un frisson désagréable le parcourut. Il chassa immédiatement cette pensée, l'attribuant à une douleur soudaine due à ses fractures. Mais l'image resta gravée dans son esprit, une minuscule fissure dans la façade parfaite de son bonheur familial, une note discordante dans la symphonie de l'amour qu'il croyait entendre. Il se sentit coupable de ce soupçon fugace, mais l'inquiétude venait de planter une graine tenace dans son esprit. L'isolement de Monique devint systématique. Élodie interceptait les appels de ses amis, prétextant toujours que sa belle-mère se reposait et ne devait pas être dérangée. « Elle est très fatiguée en ce moment. Le moral n'est pas au beau fixe », expliquait-elle avec une compassion feinte qui trompait tout le monde. Monique, depuis sa chambre, entendait les bribes de ces conversations, son cœur se serrant à chaque mensonge. Elle se sentait coupée du monde, comme si les murs de la maison se refermaient sur elle, l'étouffant lentement. Ses rares amis qui insistaient finissaient par se lasser, convaincus qu'elle s'était enfermée dans la dépression. Élodie avait réussi à tisser une toile de solitude autour d'elle, la rendant encore plus vulnérable et dépendante de sa volonté. La nuit, lorsque la maison était silencieuse, Monique menait une bataille intérieure déchirante. Elle imaginait des dizaines de scénarios pour révéler la vérité à son fils. Elle répétait en silence les phrases qu'elle pourrait lui dire « Julien, écoute-moi, Élodie n'est pas celle que tu penses. » Mais à chaque fois, la peur la paralysait. Et s'il ne la croyait pas?
S'il prenait le parti de sa femme, la pensant sénile ou ingrate, la colère d'Élodie serait alors sans limite. Elle se sentait prise au piège, sa faiblesse physique la rendant incapable de fuir, et sa terreur la rendant incapable de parler. Elle choisissait donc le silence, un poison lent qui la consumait de l'intérieur, espérant un miracle, un signe qui ouvrirait enfin les yeux de son fils bien-aimé. Julien, de son côté, ne pouvait plus ignorer les signes. Sa mère, autrefois si coquette, semblait avoir renoncé. Ses cheveux n'étaient plus coiffés, ses vêtements étaient souvent froissés, et son regard était constamment fuyant, vide. Elle avait perdu beaucoup de poids, et une tristesse infinie s'était installée sur son visage. Un soir, il s'assit près d'elle, prit sa main valide et lui demanda d'une voix douce, « Maman, dis-moi la vérité, est-ce que tout va bien? Tu peux tout me dire. » Monique leva vers lui des yeux remplis de larmes et de supplications, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle se contenta de hocher la tête, un geste qui contredisait violemment la détresse de son regard. Julien sentit son cœur se briser. Il se leva, confus et impuissant, le silence de sa mère résonnant en lui comme un cri d'alarme. Il se sentait écartelé entre la loyauté envers sa femme, qu'il aimait et admirait, et cet instinct viscéral qui lui hurlait que sa mère était en danger. C'est tellement difficile de voir le mal quand il porte le visage de ceux que l'on chérit le plus. Parfois, la vérité est juste devant nos yeux, mais nous refusons de la voir. C'est en partageant ces récits que nous pouvons donner le courage à d'autres de regarder de plus près. Si vous croyez en cette mission, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Cela nous aide énormément à continuer. Lorsqu'il tenta d'aborder le sujet avec Élodie, elle se mit à pleurer, jouant la carte de l'épuisement et du sacrifice. « Je fais tout ce que je peux. Julien, c'est difficile pour moi aussi. Ta mère est déprimée, c'est normal après ce qui lui est arrivé. Elle refuse de faire des efforts. Au lieu de me soutenir, tu me critiques ?» Son chagrin semblait si sincère, ses larmes si réelles, que Julien fut immédiatement submergé par la culpabilité. Il la prit dans ses bras, s'excusa platement, se traitant d'égoïste et d'ingrat. Il se persuada qu'il avait tout imaginé, que son stress professionnel le rendait paranoïaque. Il choisit de croire la version la plus simple, la plus rassurante, ignorant la voix au fond de lui qui continuait de murmurer que quelque chose était terriblement faux. Pourtant, Monique n'avait pas totalement abandonné. Un après-midi, alors qu'Élodie était sortie faire des courses, elle trouva un vieux stylo et un post-it dans le tiroir de sa table de chevet. Avec une main tremblante, elle parvint à griffonner un seul mot, « aide ». Elle le plia en un minuscule carré et le cacha dans la paume de sa main, attendant le retour de son fils. Quand Julien rentra du travail, il vint directement l'embrasser. C'était le moment parfait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à lui glisser le papier, la porte d'entrée s'ouvrit et la voix d'Élodie retentit dans le couloir. Le cœur de Monique manqua un battement. Prise de panique, elle serra le poing, sentant le papier se froisser contre sa peau. L'occasion était manquée et la peur referma son étau sur elle. Le doute de Julien devint une certitude insupportable un mardi soir. Il était rentré plus tôt que prévu, une réunion ayant été annulée. En montant les escaliers, il entendit la voix d'Élodie provenant de la chambre de sa mère. Ce n'était pas la mélodie douce et attentionnée qu'elle utilisait en sa présence. C'était un ton sec, cassant, chargé d'un mépris glacial. Il ne distingua pas les mots exacts, mais la musique de la cruauté était immistakable. Il s'arrêta sur le palier, le sang glacé dans les veines. Le son s'interrompit brusquement, comme si Élodie avait senti sa présence. Un silence de mort s'installa. À cet instant, toutes les petites anomalies, les regards fuyants, les tressaillements, s'assemblèrent pour former une image monstrueuse et terrifiante. La façade s'était effondrée. Le doute, ce poison lent, devint une certitude insupportable un mardi soir. En aidant sa mère à enfiler un gilet, Julien remarqua une ecchymose violacée sur son avant-bras, dissimulée sous le tissu. Lorsqu'il la questionna, Monique détourna le regard, murmurant une excuse vague à propos d'un choc contre le fauteuil. Mais le tressaillement de peur dans ses yeux racontait une autre histoire. Ce fut la fissure finale.
Julien sentit un déchirement terrible, une lutte entre l'image de sa femme parfaite et l'instinct primal qui lui hurlait que sa mère souffrait. Il comprit qu'il ne pouvait plus se fier à ce qu'il voyait, il devait savoir la vérité, aussi laide soit-elle. Il faut un courage immense pour chercher une vérité qui peut tout détruire. C'est pour donner cette force que nous avons besoin de vous. Si vous pensez que ces histoires comptent, votre abonnement nous permet de continuer à les mettre en lumière. Le lendemain matin, il annonça un déplacement professionnel de 2 jours, un mensonge qui lui coûta énormément. Il embrassa Élodie, un baiser qui avait le goût du mensonge et de la trahison, puis il alla dire au revoir à sa mère. Dans ce bref instant seul avec elle, il réussit à dissimuler une minuscule caméra de la taille d'un bouton sur une étagère de sa bibliothèque, orientée vers son lit et le fauteuil où elle passait ses journées. Chaque geste était empreint d'une culpabilité écrasante, celle de violer l'intimité de son propre foyer. Mais la vision de l'ecchymose et du regard terrifié de sa mère l'emportait sur tout le reste. Il quitta la maison le cœur lourd, se sentant à la fois comme un fils aimant et un espion dans sa propre vie, priant pour avoir tort. Installé dans son bureau, l'élégance sobre des lieux contrastant violemment avec la laideur qu'il s'apprêtait à affronter, il ouvrit son ordinateur portable et lança le direct. Pendant 1 heure, il ne vit rien d'anormal. Puis Élodie entra dans la chambre. Son visage n'était plus celui de l'ange attentionné. Il était dur, fermé, cruel. Julien regarda, paralysé, sa femme refuser un verre d'eau à sa mère, la narguant sur sa soif. Il entendit les insultes, chuchoter avec une haine pure, vieille chose inutile. « Tu crois qu'il t'aimera toujours quand tu ne seras plus qu'une loque ?» Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Julien. Le monde qu'il avait bâti, cette illusion de bonheur parfait, s'effondrait en temps réel sur l'écran de son ordinateur. Il ne se souvint pas du trajet retour. La voiture semblait se conduire seule à travers les rues de Versailles, son esprit anesthésié par le choc. Il entra dans la maison en silence. Élodie était dans le salon, lisant un magazine, l'image même de la sérénité. Elle leva les yeux, surprise de le voir. « Tu es déjà de retour ?» demanda-t-elle avec un sourire qui le révulsa. Sans un mot, Julien posa son ordinateur portable sur la table basse et lança la lecture de l'enregistrement. Il n'y eut pas de cri, pas de colère explosive. Juste le son glacial de la voix d'Élodie emplissant la pièce. Le masque de l'ange dévoué se brisa en 1000 morceaux, révélant le visage d'une manipulatrice. Elle ne nia pas, ne pleura pas, elle le fixa avec une froideur méprisante. Alors que la vidéo tournait encore, Julien la contourna comme si elle était devenue une étrangère toxique et se dirigea vers la chambre de sa mère. Il la trouva dans son fauteuil, le regard vide, fixant la fenêtre. Il s'agenouilla lentement devant elle, posant ses mains sur les siennes. Ses yeux à lui étaient remplis des larmes qu'elle n'osait plus verser. « Pardon, maman », murmura-t-il, la voix brisée par le remords. « Pardon de n'avoir rien vu. Pardon de t'avoir laissé seul. » Monique le regarda, et pour la première fois depuis des semaines, une lueur de vie revint dans ses yeux. Il la serra dans ses bras, un geste qui n'était pas seulement un réconfort, mais une promesse silencieuse, la promesse que sa prison était terminée et que désormais il serait son protecteur. Le départ d'Élodie ne fut pas accompagné de cris ni de drames, mais d'un silence assourdissant qui sembla purifier la maison. Une fois la porte refermée sur elle, Julien sentit le poids de mois de mensonges se lever de ses épaules, laissant place à un vide immense mais sain. Il n'y eut pas de procédure judiciaire spectaculaire, juste une séparation rapide et discrète, car la seule justice qui importait à Julien était la paix de sa mère. Il prit immédiatement un congé prolongé, annulant ses projets les plus importants sans une once de regret. Sa première décision fut d'engager Clara, une aide-soignante d'une 50aine d'années, dont la présence calme et le sourire sincère contrastaient violemment avec le souvenir d'Élodie. La maison de Versailles, autrefois une scène de théâtre pour la cruauté,
commença lentement sa transformation en un véritable sanctuaire, un lieu où les silences n'étaient plus menaçants mais apaisants. La guérison de Monique fut un processus lent et délicat, une reconstruction qui allait bien au-delà de la simple rééducation physique. Chaque jour, Julien était là, non pas par devoir, mais par un amour retrouvé et renforcé par l'épreuve. Il passait des heures dans le jardin, lui poussant doucement le fauteuil roulant, elle redécouvrant la chaleur du soleil sur son visage et le parfum des roses qu'elle aimait tant. Il lui lisait le journal à voix haute, et peu à peu, les commentaires acerbes et pleins d'esprit de l'ancienne professeure refirent surface, d'abord timidement, puis avec une assurance grandissante. L'étincelle de malice revint dans ses yeux. Elle recommença à choisir ses propres vêtements, à demander ses livres préférés. Ce n'était pas de grands miracles, mais une myriade de petites victoires qui, mises bout à bout, reconstruisaient la femme qu'elle avait toujours été. 2 ans plus tard, la vie de Julien avait pris un tout autre sens. Le traumatisme vécu était devenu le catalyseur d'une nouvelle mission. Avec une partie de sa fortune et toute son énergie, il avait créé la Fondation Monique, une organisation dédiée à l'aide et à la protection des personnes âgées victimes de maltraitance domestique. Il ne se contentait pas de signer des chèques, il était l'âme du projet. Il utilisa ses compétences d'architecte pour concevoir des centres d'accueil chaleureux et sécurisants, loin de l'austérité des institutions traditionnelles. Il passait des heures à écouter les témoignages, à offrir un soutien concret, transformant sa culpabilité passée en une force motrice pour protéger ceux qui, comme sa mère, avaient souffert en silence, prisonniers de ceux qui étaient censés prendre soin d'eux. Lors du gala annuel de la Fondation, Monique se tenait sur scène, droite et digne, s'appuyant légèrement sur une canne élégante. Elle ne parlait pas de sa douleur, mais de sa renaissance, de la force de la vérité et de l'importance de ne jamais abandonner. Dans la salle, Julien la regardait, les larmes aux yeux, submergé par une fierté et un amour infini. Il ne voyait plus seulement sa mère, mais un symbole de résilience qui inspirait des centaines d'autres personnes. Leur histoire nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de parler malgré elle. C'est pour donner une voix à ces murmures que votre soutien est si précieux. En vous abonnant, vous nous aidez à transformer le silence en espoir.